beaucoup, bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour voir Mounir. Bonsoir Mounir. Je suis sûr que tout le monde est là ce soir pour toi. Moi je pense que t'es plus connu quand même. Alors, donc bienvenue dans ce We Mind Talk, c'est le 3e. On avait reçu la première fois Nicolas Colin, on avait parlé de protection sociale, de la révolution numérique et donc de ce qu'il faut faire aujourd'hui. On avait reçu ensuite Paul Duhan, on avait vu donc un documentaire qui racontait l'histoire de Paul, qui est un entrepreneur social qui révolutionne l'accès à l'emploi en France et dans d'autres pays. Et le 3e talk, c'est ce soir avec donc Mounir Majoubi, entrepreneur, ancien président du Conseil national du numérique, ancien ministre, député, candidat à la mairie de Paris. Donc plein de choses à nous raconter. Donc WeMind, c'est une communauté d'indépendants et de freelance qui se regroupent et ça permet d'avoir les mêmes avantages que les salariés en termes de mutuelle, maintien des revenus, couverture logement, donc pouvoir trouver un appartement sans CDI, avoir un comité d'entreprise quand on est indépendant, être protégé en cas d'impayé. Donc c'est un peu tous les services en un dont on a besoin quand on est indépendant. On est une communauté qui est assez nombreuse et donc je sais qu'il y a des gens ici qui en font partie et d'autres qui en font pas partie, mais du coup ça permet de se regrouper et le fait de se regrouper, ça permet de rencontrer des gens qui sont indépendants comme vous et ça permet d'avoir des échanges qui sont hyper enrichissants et c'est ça qui fait toujours la différence dans ces talks et notamment dans les questions qui sont posées. Alors, on va démarrer, donc je vais poser plein de questions à Mounir. Et une fois qu'il aura répondu à toutes mes questions, on passera le micro dans la salle et vous pourrez poser aussi toutes vos questions, toutes les questions que vous avez pour Mounir. Alors, donc on va démarrer. Mounir, la première chose que j'ai envie, moi ce qui m'intéresse à chaque fois que je rencontre un indépendant ou un entrepreneur, c'est de comprendre l'histoire de sa vie. Et du coup, je voudrais commencer par d'où tu viens, d'où vient le Mounir de l'enfance. C'est quoi l'histoire ? Je viens de Paris. Je suis né à Paris. Mes parents ils sont arrivés en France en 1974 du Maroc. Et on a grandi rue de Reuilly. Je ne sais pas si vous connaissez rue de Reuilly dans le 12e. Mes parents venaient d'un village berbère, ils ont atterri à Paris et on a déménagé 6 fois dans la rue. C'est-à-dire que c'était tellement la maison qu'à chaque fois qu'on a eu un peu plus de moyens, on est resté dans la rue. Et c'était une famille populaire. Mon père était peintre en bâtiment, ma mère était femme de chambre, mais on habitait Paris. Et ça fait que, à l'école, même si tu habites dans un petit appart, même si tu es pauvre, tu t'en rends pas complètement compte. Parce que, et je ne sais pas si vous avez eu la chance d'être dans une école publique à Paris, quand vous êtes dans un quartier qui va bien, tous les mercredis tu vas au musée, tous les soirs tu as l'étude, tu as une mixité sociale dans ta classe, tu as des profs assez incroyables, et si tu veux partir du Mounir de l'enfance, le Mounir de l'enfance c'était passionné de mathématiques, et j'avais un instit formidable qui avait trouvé une méthode pour me calmer en cours, et qui donc, à chaque fois qu'il sentait que j'allais m'agiter, m'autorisait à aller dans la salle informatique. Et donc, en fait, très tôt, en CM1, je passais un cours sur 2 seul dans la salle informatique, heureux dans la demi-pénombre des salles informatiques de l'époque, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait mettre un peu d'ombre parce que c'était des écrans qui étaient en fond noir et caractère clair. Et c'est comme ça qu'est née la passion de l'ordinateur et la relation quasiment intime et charnelle à l'écran et au clavier. T'étais déjà ministre du numérique. Non, mais j'avais l'impression de vivre un privilège infini de pouvoir avoir le droit de quitter la classe et d'aller face à cet écran et d'être bien. Le deuxième moment très important dans ma vie, ça a été la bibliothèque et Sciences et Vie Junior. Parce que dans Sciences et Vie Junior, il y a eu 2 moments Sciences et Vie Junior dans ma vie. Le premier, c'est celui où je lis un article sur Internet et où ils disent qu'il y a Internet gratuitement au Palais de la Découverte. Et donc, moi, je connaissais le Palais de la Découverte pour les dinosaures. Si vous avez grandi à Paris, tous les 2 ans, ils font une grande expo dinosaures où tous les enfants vont. Et bien là, on avait l'espace cybermétropole où on pouvait toucher un ordinateur qui se connectait à Internet. Et donc, je lis ça, j'y vais. C'était une entrée, c'était rien du tout. L'entrée, c'était genre 5 francs et l'abonnement annuel, c'était 110 francs. Et en fait, ce jour-là, je me souviens, je m'installe à l'écran, c'est la première fois de ma vie que je me connecte à Internet. Il y a un médiateur numérique qui vient me voir,
qui me dit « Est-ce que tu as une adresse mail ?» Je suis « Bah non, j'ai pas d'adresse mail. » Ils m'ont créé une sur Yahoo. Quelqu'un a eu une adresse Yahoo ici? Et quelqu'un l'a encore? Il y en a un. Et j'avais fait ça, et je me souviendrai toujours, c'était une salle qui était un peu dans le noir, qui, si vous connaissez un peu le Palais de la Découverte, c'est sous le grand escalier, premier grand escalier. Et je chatte pour la première fois avec quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète. Et donc là, je deviens très dépendant de ça. Et tous les week-ends, je vais au Palais de la Découverte de 13 à 14 ans. Toute ma année 13, toute ma année 14, vers les 15, je vais au Palais de la Découverte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis à un moment, je veux un ordinateur à la maison. Et donc là, deuxième moment Palais de la Découverte, deuxième moment Sciences et Vie Junior, je veux un ordinateur, j'ai toujours pas d'argent, mes parents n'ont pas les moyens d'en acheter un, mais il y a le concours des jeunes inventeurs où il y a un chèque de 5 000 francs tous les mois. Et donc je dis, il faut que j'invente un truc pour gagner le chèque, pour acheter un ordinateur, pour pouvoir me connecter à Internet à la maison. Donc j'étais pas un inventeur qui disait, je vais inventer. Là, c'était très 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 pragmatique et très déterminé. Et j'invente un traceur de diagrammes circulaires, mesureur d'angle express. J'étais en 5e au collège et à l'époque, il n'y avait pas Excel, il fallait faire des diagrammes circulaires, un camembert. Et c'était compliqué de tracer les pourcentages avec le rapporteur. J'avais fait un truc sympa qui traçait directement les pourcentages. Voilà. Et je gagne 5 000 francs. Et avec ce chèque géant en carton que m'a remis mon agence bancaire Crédit Lyonnais, je vais à Surcouf. Quelqu'un ici est déjà allé à Surcouf? Vous avez connu Et bien Surcouf, c'était magique. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez encore plus de ça. À l'époque, ils faisaient des grands kits en carton avec un ordinateur en pièces détachées. Et donc, je l'avais acheté. Il coûtait 3 200 francs avec un Citrix 200. Et je l'ai reçu. Et j'ai mis 2 semaines à le monter. Parce que pendant toute une semaine, je n'arrivais pas à clipper la RAM. Et il y avait un truc, je sais pas, je ne l'avais pas fait. Et j'ai dû demander à un copain de venir chez moi. Et j'ai eu tellement peur parce que pour la clipper, il fallait appuyer très fort. Et donc je le voyais faire paf. Et après, ça clippait, ça marchait. Et j'ai eu mon ordinateur, j'ai eu mon premier modem, j'ai passé mes nuits sur Internet. Ma mère, elle ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire, un ordinateur qui bloque la ligne téléphonique, mais il me jure que ça ne va pas coûter d'argent, etc. C'était un truc. À l'époque, il y avait les offres de frisbee, les offres de, je ne sais pas si vous vous souvenez de toutes ces offres-là un peu bizarres. Et donc, je deviens un passionné Liberty Surf. AOL, qui n'était pas vraiment de l'Internet, c'était un CD-ROM en ligne, quoi. C'était un truc... Et je tombe amoureux d'Internet. Je me prends de passion pour Internet. J'apprends à développer. Moi, j'étais plutôt un passionné de network, de réseau. Et donc, je deviens un très bon spécialiste à 15 ans de ça. Et... à 16 ans, je trouve un job et je rejoins Club Internet. Et donc, c'est là où je suis au lycée, en première, et je travaille tous les samedis et tous les dimanches à Club Internet. Et j'ai travaillé là-bas 9 ans. Ok. Alors, en tant que technicien. Pas en tant que ministre. Pas en tant que ministre. Ok. Alors, moi, j'ai une question un peu, on va dire, sociale, parce que tu es d'origine marocaine. Ouais. Tes parents, je pense qu'ils ne devaient pas avoir des gros diplômes, ils ne devaient pas avoir des gros salaires. Tu es quelqu'un qui a eu une ascension sociale. Au final, moi, je me reconnais un peu parce que je suis marocaine et j'étais un peu dans la même situation que toi. Et du coup, comment tu expliques cette espèce d'évolution par rapport à ton milieu social d'origine? Qu'est-ce qui explique ça? De toute façon, il ne faut jamais chercher tout chez soi. Il y a ce qu'on a fait soi. Il y a la sueur, il y a de l'effort, il y a du travail, il y a du talent, il y a tout, ok. Et je le reconnais, il faut du temps dans une vie pour accepter qu'on a eu du talent, qu'on a eu des efforts. Et puis il faut accepter le fait que nos parents ont transmis des choses et accepter l'idée qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont favorisé ça. Sur ce que mes parents ont apporté. Mes parents, ils ont eu, quand je vous ai raconté la blague sur Rue de Reuilly, en fait c'est très important et c'est très fondateur de ma personnalité, de ma vie et de ce que je suis devenu. C'est que mes parents, en arrivant en France, ils n'avaient qu'une seule peur, c'est qu'on soit encore plus pauvre. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils rentrent au Maroc en disant qu'il y avait une ascension sociale pour eux aussi. Et que 2 salaires, c'est une ascension sociale par rapport à tous les frères et sœurs qui étaient restés. Et donc, la plus grande peur de mes parents, c'était la banlieue, si on se dit les choses. Et donc, ils ont préféré qu'on habite à 4 dans 18 mètres carrés, puis ascension sociale 35 mètres carrés, puis 42 mètres carrés, et plutôt qu'on aille habiter en banlieue. Parce que ils avaient perçu ce truc un peu bizarre que si on restait à Paris intramuros, si on restait dans le 12e,
et qu'à l'école, il y avait les enfants des avocats et des bourgeois, qu'il y avait aussi des immigrés, qu'il y avait aussi les Français, comme elle disait ma mère, c'était mieux. Mais elle n'arrivait pas à expliquer vraiment pourquoi. Ça, c'est le premier truc qui, pour moi, a été un élément qui a beaucoup changé ma vie. Et le deuxième, c'est que mes parents bossaient énormément et qu'en fait, ils me faisaient même percevoir que c'était normal et bien. Ce qui fait que quand même, c'est drôle quand j'ai... Enfin, drôle, je sais pas si c'est drôle, mais quand j'avais 16 ans, en fait, mon père, il faisait des boulots extra le samedi et ma mère, elle travaillait le samedi et moi aussi. Et donc, comme ça, c'était au moins, tu vois, on se retrouvait. Mais c'est pour ça que j'ai jamais compris. On peut en parler ce soir, on en a parlé souvent. Ma mère, elle comprend pas. Elle dit quand on n'a pas de travail, il faut aller prendre n'importe quel travail, il faut aller faire une formation, trouver tout de suite un truc. Et quand on a un, pourquoi pas faire un et demi en plus? Et on trouve toujours un peu de temps, on peut faire des choses. Et ça, c'est des espèces de réflexes qui entrent en vous et qui font que bah ça, vous le quittez jamais. Toute ma vie, il y a un moment... Quand j'avais 22 ans, je travaillais du lundi au jeudi à la CFDT. J'étais défenseur syndical et juriste. Le vendredi, je faisais ma maîtrise en un jour parce que j'avais fait tous mes TD ce jour-là. Et le samedi, dimanche, à Club Internet. Et j'étais vachement heureux. C'est-à-dire que j'étais hyper heureux, franchement. Alors, ce qui était le plus galère pour moi, c'était que les deux employeurs acceptent de me donner mes congés en même temps. Donc j'arrivais souvent à avoir 3 semaines au mois d'août. Et comme ça, il n'y avait pas la fac, pas la CFDT, pas Club Internet. Mais... travailler, c'est plutôt mon état traditionnel. Et donc ça, quand tes parents ils te donnent ça, que tu as la chance d'être dans un... Honnêtement, l'école où j'étais, c'était l'école du bonheur. Il y avait des enfants de profs et des enfants d'avocats, je ne savais même pas ce que c'était ces métiers-là. Tu avais de la classe moyenne qui était... Ma mère, elle avait 3 distinctions. Il y avait les bourgeois, les Français et les immigrés. Et les Français, c'est les Français, c'est ceux, ils nous ressemblent un peu, mais ils ne sont pas immigrés. Et les bourgeois, ils ne parlent pas vraiment comme tous les autres, ils ne sont pas comme tous les autres, ils vivent une autre vie, ils parlent tout le temps de vacances, de machin, etc. Et en fait, être à l'école avec cette diversité-là, ça t'ouvre tout. Et quand tu deviens ministre, comment tu deviens ministre à la fin? Ce que mes parents ont réussi à me faire, ce que cette école et cette éducation a réussi à faire, c'est qu'à aucun moment, et grâce à mes profs aussi, hein, j'ai imaginé que quelque chose était impossible. Donc je voulais être prof de maths, après je voulais être dirigeant d'entreprise, après je voulais être professeur de marketing parce que j'étais passionné de l'émission Capital et d'une autre émission, je ne sais pas si vous connaissiez Business Humanum Est, qui était une émission sur... Qui a dit oui? Oh là là. C'était une émission sur... Comment ça s'appelait entre la 5 et France 5? Il y a eu un nom, ça s'appelait La 5e. C'était sur La 5e, et c'était quasiment une caméra brute avec pas trop de commentaires qui suivait une entreprise. Et donc on était au milieu des réunions marketing, puis après on avait les yeux dans le process industriel, puis on avait dans le truc. Et j'avais une passion absolue pour ça. Et donc ça, c'est ça qui s'est construit en moi, c'est ça qui est arrivé. Et jamais je me disais que c'était pas possible. Et je dois le redire aussi... Dans ce quartier du 12e arrondissement, qui est un quartier où ça se passait très bien, la vie, j'avais oublié que j'étais arabe. Et c'est vraiment plus tard dans la vie que tu t'en rends compte. Parce que j'étais d'abord un peu bizarre à cause des maths, puis après j'étais un peu bizarre au lycée parce que je travaillais le week-end et que j'étais chez Club Internet. À Club Internet, j'étais un peu bizarre parce que j'étais très jeune, j'étais le plus jeune de toute la boîte à 16 ans. Il fallait qu'avec mon contrat de travail, ma mère co-signe mon contrat de travail, et avec mon CV, une autorisation de ma mère derrière le CV. Mais jamais les gens avaient tilté que j'étais arabe, quoi. Et moi non plus, j'avais pas tilté que j'étais arabe. Et ben ça te fait un truc... ça te donne l'idée que tu peux avancer, continuer, que tu as des causes. Et puis après, tu as des incidents dans la vie qui te rappellent que tu es arabe, qui te rappellent que tu es homosexuel, qui te rappellent alors du coup, les incidents dans la vie, c'est intéressant. Qui te rappellent que tu es arabe, enfin voilà, homosexuel, etc. Mais c'est intéressant. Arabe, ça a toujours été le salariat. Et donc, je vais vous dire un truc. Hein. Il y a une des raisons pour lesquelles je n'ai été dans ma vie que indépendant et entrepreneur, ce qui explique un peu pourquoi je suis là, hein, quand même. Il y a un lien dans la fin des fins. C'est que, en fait, honnêtement, à part mon stage chez L'Oréal que j'ai eu parce que j'ai gagné le concours d'éloquence de Sciences Po et c'était le DRH de L'Oréal qui présidait, qui fait bon, bah, je te prends en stage, je n'ai été pris dans aucun stage, je n'ai été pris dans aucune offre de job, j'ai même pas été invité aux entretiens.
C'est-à-dire que j'avais fait Sorbonne, Sciences Po, j'avais créé une boîte, je travaillais le week-end, j'avais l'impression que j'avais un CV qui était pas mal, quoi. Même ma prof de stratégie à Sciences Po, elle fait « Oui, mais Mounir, tu sais, avec un CV comme ça, c'est très... » Et donc, tu te dis, il te faut quoi? Et donc, quand je sors de Sciences Po, je vais vous dire, j'ai bien aimé le stage chez L'Oréal, mais honnêtement, je vais même vous donner une histoire que je ne dis pas beaucoup, parce que je les aime beaucoup, ils ont été hyper sympas de me prendre. Le premier qui me prend en entretien, il dit « je ne veux pas le prendre ». Et donc, le DRH demande à un autre manager de me prendre, en disant « écoute, l'autre n'en voulait pas à la France, s'il te plaît, prends-le à l'international et apprends-lui ce qu'on fait ici ». Et j'ai appris, et après je me suis dit en sortant « bon, si je veux exister très fort et faire très fort tout ce que j'ai rêvé depuis que je suis petit, si je veux faire des robots qui transforment le monde et qui changent la vie des gens, il va falloir que je sois entrepreneur moi-même et que je le fasse. » Et c'est pour ça que je fais un choix un peu bizarre. À la sortie de Sciences Po, je décide de créer ma boîte. Et là, ça a été l'incompréhension généralisée. Ma mère n'a pas compris, mes amis n'ont pas compris. Enfin, tu te rends compte, t'es arabe, tu viens d'une famille populaire, tu as fait la Sorbonne, Sciences Po, tu es sorti diplômé. Et ma mère, elle a menti pendant 2 ans aux voisins. Elle disait, il est avocat international. Parce que c'était ce que j'aurais dû faire. Tu vois, c'était ça qu'il faut faire quand tu as fait ça. Et quand je disais je suis entrepreneur et je fais du numérique, ma mère, elle disait non. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans les 6 premiers mois de ma vie d'entrepreneur? Ben, j'ai pas d'argent. C'est-à-dire que j'ai pas de minima sociaux, mais j'ai pas de chômage non plus. Et mes clients, j'ai des clients qui me payent mal, en retard. J'étais en colocation avec mon meilleur ami, il a été incroyable. C'est-à-dire qu'il a quand même payé tous mes retards de loyer pendant tout le début du lancement de ma boîte. Même ma mère, qui est femme de chambre, quoi, elle m'a dépanné mes débuts de lancement. C'est fou de devenir entrepreneur, complètement taré, et d'être indépendant. Qu'est-ce qui est indépendant là dans la salle? Mais c'est fou. Et oui, non. Comment? Oui et non. Ah bah évidemment, c'est ma deuxième phrase pour vous expliquer pourquoi c'était le plus beau choix que j'ai pu faire dans la vie. Parce qu'après ça marche. Parce qu'après d'un coup tu développes des trucs en toi qui sont incroyables. Mais là où il faut qu'on soit sincère entre nous, les premiers mois, c'est horrible. Tu te fais le cuir de la dépression, de l'anxiété, t'arrives pas à joindre les deux bouts, tu sais pas comment tu dois être dur avec un client, sympa avec un client, comment tu fais ton truc. C'est hyper dur. Et il y a eu un moment important, j'ai retrouvé un vieux pote, un pote depuis que j'avais 16 ans, et donc là un vieux pote, j'avais 22 ans, mais tu vois à cet âge-là, un pote de 6 ans c'est important. Et lui, il avait créé il était un peu plus âgé que moi, il avait quitté la boîte où il était salarié, il avait créé une petite agence web depuis 2 ans, ils étaient 3 dans sa boîte, et il avait des bureaux dans le Sentier. Il me dit, Mounir, franchement, tu fais peine à voir, viens, prends le bureau, et quand tu as l'argent, tu paieras, mais installe-toi chez moi, et en plus, tu sais développer, tu as fait plein d'études, tu as fait plein de trucs, peut-être même on peut faire des contrats ensemble et faire des choses ensemble. Et ce garçon, qui est un de mes vraiment grands potes, pendant 2 ans, avec lui, en quelques mois, ma boîte, elle prend un vrai nom, Mounir et Simon. La réalité, c'est que Simon, il n'existait pas. Mais le truc, ça s'appelait Conseil en innovation. Et je m'étais dit, juste Mounir, ça faisait sec. Et on a fait Mounir and Simon. Mais vous rigolez, c'était... Et Mounir and Simon, c'était quoi? C'était... Ça marchait, du coup. Non seulement ça marchait, quand Paris a fait le premier jeu de données ouvert d'open data, de données électorales, qui est la première entreprise à avoir fait la première cartographie et dynamique de cartographie électorale? Mounir and Simon. Qui a fait la première plateforme de e-learning pour les entrepreneurs financée par Google à Paris? Mounir and Simon. En fait... Le moment où tu reprends le côté positif, où tu reprends la motivation, où tu as un pote qui t'a dit « prends le bureau ici et puis de toute façon, on maîtrise Internet et le numérique, on est les maîtres du monde, dis-toi que si on n'est pas compris aujourd'hui, on sera demain. » Et là, tu te donnes ce truc-là, et là, j'ai trouvé des clients, on a fait des gros clients ensemble, lui et moi,
parce qu'on s'est rendu compte qu'à nous deux, on s'apportait énormément, mais on n'avait pas voulu créer de boîte ensemble. On avait dit, moi, il y a ma boîte, toi, tu as la tienne. Mais grâce à moi, on a fait des projets plus techniques. Grâce à lui, je savais pas parler à un client. Moi, je connaissais pas bien le business. Toi, tu savais pas parler à un client. À l'époque, je savais pas parler d'argent, je savais pas comment tu vendais, je savais pas faire un devis, j'étais pas très organisé, quoi. Et avec lui, on a été une vraie force d'action. Et un jour, lui et moi, on se dit quand même, Mounir, c'est bien d'être une agence. En fait, on est une agence, c'est une agence de 3, moi j'étais 1 plus 2 collaborateurs indépendants. En fait, on était des super indépendants, quoi. Mais on était quand même des indépendants. Et on a dit, est-ce qu'on n'a pas envie, quand même, de faire une start-up? Et au tout début, un peu comme je vous ai raconté, je voulais gagner le prix Sciences et Vie Junior. Avec lui, on a dit, viens, on prend le train, on part en week-end tous les deux, quelque part loin, où on ne sera pas déconcentré par nos vies, et on va trouver l'idée de start-up qui va tout déchirer. C'était un week-end de 3 jours, tout était plein partout, et on s'est retrouvés au Havre. Mais c'est la ville du Premier ministre, donc c'est une très belle ville. Et on a passé 3 jours au Havre, sous la pluie, et je vous raconte ça parce qu'en fait, on n'a pas trouvé d'idée de start-up pendant ces 3 jours. Mais on avait un cahier, un stylo, on avait dit, il faut qu'on trouve l'idée de start-up. Et on avait tout fait, on avait fait ce qu'on aime, nos compétences, ce qu'on pouvait trouver comme compétences extérieures, les trends du moment, enfin, tout un truc très systémique, très machin. Et on a dit, on va faire un outil de recommandation intelligent basé sur la big data qui, à partir de tout ce que tu as aimé jusqu'à aujourd'hui, va te recommander des trucs que tu aimeras demain sur l'intégralité des sujets. On a commencé à lire toute la doc. À l'époque, il y avait le prix Netflix, qui était un prize pour les chercheurs, pour faire le meilleur algo de recommandation de films. Et je lis tous les articles et on se rend compte qu'aucun de nous deux n'avait le niveau en maths et qu'on comprenait rien. Que profondément, en fait, on n'avait pas le niveau technique de ça. Donc on abandonne l'idée de faire un outil de recommandation. Et deuxième truc, on dit quand même, à chaque fois que lui et moi on reçoit nos amis, à chaque fois qu'on fait qu'un truc, on fait beaucoup de bouffe, on est très picky, on fait attention à d'où vient la nourriture, il faudrait qu'on fasse un truc autour de la nourriture. Et puis on rentre à Paris, et puis les clients rappellent, et puis on a un nouveau client, et puis finalement on repart dans la vie d'agence et on fait nos trucs. Mais on va toutes les semaines à tous les soirées de pitch entrepreneurs, on est dans tous les trucs de Silicon Sentier, et ça c'est un vrai truc. C'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez là ce soir. Moi, toutes ces années-là, on allait toutes les semaines à tous les talks qui avaient lieu à Silicon Sentier. Silicon Sentier, à l'époque, c'était un lieu qui était à l'intérieur du passage des Panoramas et qui était le lieu où il y avait ces discussions-là. Et on était inspiré par tous ces gens. Il y avait Mark Zuckerberg qui est venu à l'époque, qui faisait un petit réseau social. C'était en 2009. Quand Mark Zuckerberg vient, c'est pas encore le grand méchant. Et puis... Non, mais à l'époque, je ne le regardais pas en me disant comment je vais le réguler le jour où je serai ministre du numérique. Je me dis, waouh. Et pourtant, c'était 2009, vous vous rendez compte, c'était il y a 9 ans seulement. Et puis, à force d'aller à tous les événements, et Marc, David et moi, on était vraiment des très très bons chefs de projet, directeurs de projet web, conseillers en innovation, on était devenus très structurés, mais on n'était pas complètement fous, pas assez fous pour trouver la grande idée. Et là, on tombe sur le troisième, qui allait devenir notre troisième associé, avec qui on a créé La Ruche qui dit oui, qui s'appelle Guillaume Chéron, qui lui était plus vieux que nous, venait d'avoir un enfant, était designer de profession, et lui, il a eu... Est-ce que vous connaissez tous La Ruche qui dit oui? Bon. Il avait l'idée en tête depuis 4 ans. Mais lui, il ne savait pas du tout faire d'internet ni de programmation, il ne savait pas trop faire les emails, il ne savait pas trop faire tout ça. Mais il avait dessiné tout le concept de La Ruche qui dit oui sur des planches, en expliquant les gens commanderont, ça fera comme ça, etc. Et après, je fais mais comment ça marche? Il fait bah après ça marche. Tu sais, avec ce geste de... Et il disait ça passe par internet et les gens commandent et puis ils reçoivent les alertes et tout et tout. Mais en fait, il avait fait tout le process d'expérience utilisateur. Et puis il s'est dit après ça va le faire. Donc pendant 3 ans il a été dans le vide, il n'a pas trouvé, il n'a pas réussi à faire avancer le projet, il n'a pas trouvé d'associé. Puis moi je vois ce projet, je me dis putain, le mec a l'idée la plus révolutionnaire que j'ai jamais entendue sur ce sujet. Je sais que Marc David est à fond sur ça. Marc David était en vacances, c'est-à-dire que c'était des vacances d'entrepreneur, il avait pris 3 jours de vacances. Et donc là, je le dérange pendant les 3 jours en disant écoute Marc David, ça y est, j'ai trouvé notre projet et j'ai trouvé le 3e associé qui nous manquait. Et nous, on croyait qu'il nous fallait le super meilleur ingénieur que nous. Parce que nous, ni lui, moi, je ne suis pas ingénieur, je suis technicien du numérique. C'est-à-dire que j'ai jamais été un ingénieur. Mes études, je les ai faites dans le droit et dans la finance. Et donc, mon niveau d'informatique, c'est technicien. Marc David, lui, il vient d'une école de commerce. Donc, on croyait qu'il nous fallait le super tech. Et en fait,
on s'est rendu compte que celui qui nous manquait vraiment dans nos profils psy, c'était plutôt un hyper créatif qui allait être très libre dans les idées qu'il nous proposerait. Et en 3 mois, on a fait la ruche qui dit oui. On a petit à petit quitté nos 2 boîtes. Moi, j'ai arrêté l'activité de Mounir et Simon. Lui, il a arrêté l'activité de sa boîte. Et puis un jour, on décide de se lancer. On va pitcher tous les business angels en pensant qu'on est à la révolution du monde. Et personne ne donne 1 euro. 0. Alors que c'est l'idée de la ruche qui dit oui quand même. C'est un truc, c'est pas mal. Et tous, ils nous font... Vas-y, pitch quand même la ruche qui dit oui, parce que... La ruche qui dit au oui... cas où il y aurait des gens qui ne connaîtraient pas. Manger mieux, manger juste, comment on augmente le revenu du producteur et comment on permet aux consommateurs de manger des produits locaux avec le parcours le plus rapide possible entre la fourche et la fourchette. Voilà. Avec des communautés ultra locales, tu crées des reines de ruche qui sont des indépendants, qui organisent des jours de distribution, qui accueillent les producteurs et avec des acheteurs qui viennent acheter, qui viennent récupérer leurs commandes qu'ils ont préachetées en ligne. Ce qui fait que pour le producteur, il se déplace qu'une fois qu'il sait qu'il a vendu, ce qui permet à des producteurs de venir alors qu'ils ne pourraient pas faire les marchés, parce qu'il y a beaucoup de pertes dans un marché. Là, il vient, il sait qu'il a vendu 100% de sa cargaison. Et en fait, Guilhem, qui était le plus fou d'entre nous, dit Mounir, il faut qu'on aille voir Marc Simoncini et Xavier Niel. Ouais, à l'époque, c'était des gens intouchables, c'était pas possible. Et donc, on a lu tout ce qui se faisait sur Internet sur c'est quoi le meilleure façon de faire un super deck. Et donc on a fait un super deck, 10 slide deck, machin truc, etc. Et Guilhem, il fait non, on va faire un dessin de mon fils. Et donc Guilhem fait faire un dessin à son fils, avec un petit truc mal écrit à la main, s'il te plaît, je veux mieux manger. Il vient chercher Marc Simoncini à la sortie de son fonds d'investissement. Il fait « Ça, c'est le dessin de mon fils. Nous, on a un projet de boîte. On est 3 associés. On est les meilleurs du monde. Mais mon fils, lui, il a envie de manger mieux. » Et Marc Simoncini, il fait « Bon, écoutez, j'ai pas le temps là, mais ok, vous avez gagné, on fait un rendez-vous. » Et c'est comme ça qu'on lève les premiers 100 000 euros qui nous permettent de recruter, parce que quand même, il manquait un associé très technique, de recruter le premier salarié très technique qui aura fait toute l'architecture du système. C'est comme ça qu'on lance la boîte, c'est comme ça que tout démarre, c'est comme ça qu'on se lance. Mais tu vois qu'il n'y a aucune histoire Paradise où en fait, tu es tout seul à 2, tu trouves l'idée, tu l'écris, tu lèves les fonds et ça sort. En fait, c'est dur. Mais, si on revient à ta question de « ça fait quoi un enfant d'immigré qui ?» En fait, à ce moment-là de ma vie, ça y est, je pouvais devenir ministre, président, ce que tu veux. C'est comme j'attendais plus d'être recruté par quelqu'un, que j'avais décidé que j'avais pris tous les risques. En fait, ce jour-là, il y a un truc qui se déclenche en toi, mais qui est aussi la somme. Je ne sais pas si j'étais assez clair quand même sur les premiers mois. L'anxiété que vous vivez ces premiers mois, elle est infinie. La dépression que vous vivez, elle est infinie. Et donc, il faut que les entrepreneurs le disent entre eux, quoi. Elle est hyper dure, cette période-là. Mais à la fin, il n'y a plus rien qui te fait peur. C'est pour ça qu'il y a des gens en politique qui te parlent mal. Ouais, on va se le dire. Ils font des coups de pression, ils font des trucs. Honnêtement, je les regarde dans les yeux et je me dis, tout ce que tu es en train de me faire vivre, ça n'est rien à côté de ce que j'ai vécu avant. Donc, tu peux faire ton truc, machin, je vais quand même continuer, puis on va essayer de faire différemment. Et ça, c'est né ce jour-là. Et donc, il y a eu la ruche, puis après, j'ai quitté la ruche, j'ai accompagné François Hollande à la présidentielle, je suis revenu, j'ai recréé une autre boîte, ensuite j'ai rejoint BETC, puis j'ai accompagné... j'ai rejoint BETC, puis j'ai quitté BETC et j'ai créé une nouvelle boîte qui était un peu Mounir et Simon, mais version augmentée. Tu facturais plus cher. Je facturais plus cher, on a plus vite recruté et surtout... qui est vraiment le secret que j'ai découvert pendant la ruche qui dit oui, je ne l'ai pas créé tout seul, je l'ai créé avec un associé, avec qui j'ai su trouver les valeurs complémentaires qui nous permettaient d'avancer, avec qui on a fait un projet d'entreprise dans lequel on a écrit qu'on serait une entreprise de l'économie positive, qu'on voulait recruter une diversité de talents, on a un tiers d'ingénieurs, un tiers de designers, un tiers de gens issus d'écoles de commerce, que tous les gens qui rentrent chez nous, ils s'engagent à faire des formations dans les 2 autres axes du triangle, que... on s'est engagé à avoir 50% de nos ingénieurs qui seraient des femmes, etc., etc. Et en fait, c'est là où c'est fou, la vie, c'est quand tu te donnes ces règles-là, mais en fait, après, ça arrive. C'est-à-dire que
Tu te dis ça, et puis après, pour de vrai, ça attire les femmes ingénieurs plus que d'aller dans d'autres boîtes, donc on arrive à tenir ce premier objectif. Puis les ingénieurs qu'on se dit qui sont impossibles à recruter, quand tu leur dis que chez nous il y a un pacte qui vont être formés sur les 2 autres axes, qui seront libres de progresser et tout, en fait ils viennent, ils sont heureux. Et ça on a réussi à faire, et ça c'était aussi une très grande joie pour moi. Et la plus grande douleur quand j'ai été élu député puis ministre, surtout ministre, quand tu es ministre, pour assurer la neutralité absolue du ministre vis-à-vis de ses possessions économiques, j'avais plus le droit de parler à mes salariés, plus le droit de parler à mon associé. J'avais un espèce de mandataire indépendant qui ne me rendait aucun compte, qui votait pour moi les décisions, qui prenait les décisions avec mon associé. Et c'est seulement dans quelques semaines que je vais pouvoir les revoir. Donc pour tout vous dire, c'est un moment émouvant. Mais tu vois, à partir de tous ces moments-là, il n'y a plus aucune limite ou peur ou inquiétude ou anxiété nulle part. Et ça, c'est un moment de la vie qui est important. Ok. Alors, donc là, tu nous as raconté ton histoire d'entrepreneur. Mais bon, dans ton histoire, il y a 2 histoires, parce que tu aurais pu être entrepreneur, monter des boîtes, gagner de l'argent, revendre des boîtes, partir à la retraite à 45 ans, voilà, en étant millionnaire ou peut-être milliardaire. Et en fait, tu n'as pas pris ce chemin-là. Donc du coup, ma question d'après, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton histoire d'homme politique, mais pareil, en repartant depuis l'enfance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que... parce que beaucoup de gens s'imaginent que la politique, c'est le truc le plus classe de la Terre, alors que quand on est entrepreneur, on se dit, mais en fait, c'est tellement dur d'être homme politique, même si entrepreneur, c'est dur, c'est quand même moins dur. Donc, il y a quand même, quand on est un entrepreneur qui réussit, il y a quand même un vrai choix de faire ce truc-là, d'aller dans la politique. Et donc ça, d'où ça vient et comment ça s'est passé? Eh bien, ça vient tôt. Et si on revient à l'origine des origines, je vous ai dit, j'ai travaillé chez Club Internet à l'âge de 16 ans, et je travaillais là-bas 9 ans. Et en fait, à l'époque où je rentrais à Club Internet, on est en l'an 2000. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent dans le numérique en l'an 2000? Est-ce que vous vous souvenez de quel état c'était? C'était encore pire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était quelques centaines à maîtriser le sujet, il y avait des besoins de plusieurs milliers dans le secteur, tu étais le moindre technicien, ce que j'étais, de 16 ans, tu étais une star, tu pouvais choisir ton truc, sauf que assez vite, il y a quand même eu plus de diplômés qui sont arrivés, on a professionnalisé les centres d'appel, on a professionnalisé les processus de production et d'ingénierie, on a professionnalisé tout ça, et Club Internet a été revendu. Et on a été racheté par Deutsche Telekom. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? On était dans une boîte où les techniciens étaient un peu les maîtres du monde, parce qu'on était plus nombreux que les ingénieurs, tu vois, qui étaient isolés dans une tour à côté, et on était les tenants du savoir. Et en fait, Deutsche Telekom dit, mais attendez, vous êtes un centre d'appel comme les autres, un centre d'appel, ça doit être performant. Et donc, ils ont installé des téléphones à décrochage automatique. Et qu'est-ce qui s'est passé en quelques semaines seulement? Taux d'absentéisme, explosion absolue. Insatisfaction au travail permanente, conflit entre les salariés, conflit entre la direction et les salariés. En gros, le début du chaos. On avait fait tous les clichés possibles. Décrochage automatique, compteur automatique, un tableau de bord du top 3 du plateau sur qui était le plus performant dans la journée, un bouton pour demander à faire une pause pipi. C'est-à-dire que tu appuyais sur un bouton et le superviseur évaluait à quel moment il t'autorisait à partir dans ton truc. Et en gros, il y a eu un moment de dissonance pour tous les salariés parce qu'ils venaient d'avoir vécu 3-4 ans, pour certains, moi ça faisait 2 ans, un moment où tu étais hyper valorisé, les clients étaient hyper heureux de t'avoir, etc. À un moment où les appels coupent au bout de 25 minutes, les clients doivent rappeler, les clients sont stressés, les salariés sont stressés, et tout le monde allait mal. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, à 18 ans, 17 ans et demi, et je dis, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, mais j'ai l'impression que ça pourrait aller mieux, et j'ai l'impression qu'on pourrait se faire entendre plus fort. Et c'est là où je rencontre pour la première fois un délégué syndical d'un syndicat qui était la CFDT, et je lui raconte ça, parce qu'il n'y avait pas de syndicalistes dans le centre d'appel, ils étaient plutôt dans la direction centrale, et je lui raconte ça, il fait engage-toi, représente tes collègues, et viens défendre ça. Et en fait, là où c'est magique, et là où en fait, une fois que tu l'as vécu une fois, tu es prêt à t'engager tout le reste de ta vie, c'est que quand tu dis à tes collègues, écoutez, j'ai parlé avec le délégué syndical, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je vais m'engager à la CFDT, vous allez me dire ce qui ne va pas, je vais tout écrire sur ce truc-là et je vais demander à la direction de nous écouter là-dessus. Et alors,
Les autres, ils te regardent un peu dubitativement, quoi. Ils font, ouais, voilà. Mais en même temps, ils se disent, si lui, il y va, c'est bien pour nous. Et en fait, tu le fais, la direction t'écoute, dit on s'était pas rendu compte. Au bout d'un an, il y avait eu entre les deux les élections de délégué du personnel, donc j'étais devenu délégué du personnel. Et là, j'étais protégé en tant que salarié. Et là, on a fait une petite grève dans le centre d'appel, mais qui était une grève du décrochage. Donc tu vois, c'était une grève de 30 minutes régulièrement pour rappeler qu'on n'était pas des machines, etc. Et sauf qu'en moins d'un an, on a négocié un accord sur les conditions de travail. En moins d'un an, on a négocié un nouveau système de primes. On a mis fin, et en même temps, je les avais arrachés à chaque fois. Moi, ce que je trouvais le plus humiliant, c'était le top 3 collé sur la salle de pause. On a mis fin à tous ces dispositifs-là. Résultat, taux d'absentéisme en baisse, satisfaction des salariés en hausse et satisfaction des clients en hausse. Quand tu vis ce truc où tu dis tu peux changer l'ordre des choses, tu peux influencer par le groupe et tu peux avancer, c'est génial. Et je l'ai été pendant 6 ans. De 18 à 24, j'étais toujours... Si je me souviens bien, tu bossais que le week-end? Je bossais que le week-end. Donc tu étais délégué syndical en bossant que le week-end? Oui. D'accord. Mais je venais la semaine pour les NAO. Mais tu sais qui était mon premier DRH? Est-ce que vous connaissez l'auteur Philippe Besson? En fait, Philippe Besson était DRH de Club Internet. Donc, imaginez-le lui. Et alors, j'ai remis la Légion d'honneur à Marie-Christine Levet, qui était la PDGR de Club Internet à l'époque. Et je lui ai remis la Légion d'honneur il y a quelques mois. Et je lui ai pas remis la Légion d'honneur pour m'avoir supporté en tant que délégué syndical, mais parce que en 6 ans de relation, on avait construit un truc. Moi, j'avais construit un rapport de force, c'est-à-dire que j'avais créé la première plateforme participative des salariés sur les NAO. C'est-à-dire que en gros, c'était un forum, mais comme tout le monde était très connecté, ils savaient tous créer leur compte. Et donc, je leur faisais suivre en direct l'état des négos et eux venaient me soutenir. Ce qui fait que quand j'arrivais en réunion, je disais, c'est pas moi, Mounir, de 18 ans, qui vous parle, c'est moi, plus les 200 autres qui ont créé leur compte sur la plateforme de négociation. C'était quoi la moyenne d'âge des autres salariés? Au centre d'appel, on était plutôt jeunes. Mais la moyenne d'âge, c'était 25, 26. C'était quand même le plus jeune. Ah bah, le jour où je suis arrivé à 16 ans, les gens ils prenaient des photos de moi. pour rire de ça. Pas une photo de toi à 16 ans. Mais alors, dès que j'étais nommé ministre, tu penses quoi? Évidemment qu'il y a des anciens collègues qui ont sorti ça. J'étais petit, maigre, tout. Mais quand tu te dis, quand tu prends la voix, que tu prends la place, que ça aide les autres, que les autres sont prêts à le faire, que quand tu professionnalises ça, que tu arrives à construire ce rapport-là de force, parce que j'ai toujours été un entrepreneur dans le cœur. Donc j'ai jamais été délégué syndical en me disant je vais être contre l'entreprise. J'étais délégué syndical pour dire je veux cette entreprise et je veux qu'elle réussisse profondément. Hein. D'ailleurs, on a mis en place un accord d'intéressement très généreux pour pouvoir faire la démonstration que plus tu redistribuais aux salariés, plus tes salariés étaient engagés dans la vie de l'entreprise, mais qu'on peut faire l'entreprise en bien. Et donc c'est ça que j'ai mené là. Et quand tu vis ça dans le monde entrepreneur, quand tu vis ça dans le monde de l'entreprise, après tu veux le voir dans le monde réel. Et donc comment tu fais pour changer le monde réel autour de toi? Comment tu fais pour changer ta ville? Comment tu fais pour changer les lois? Comment tu fais pour changer et te battre contre les injustices autour de toi? Bah, c'est la politique. Et donc c'est comme ça que, juste en militant, j'ai adhéré au Parti Socialiste quand j'avais après 2002. Donc j'avais 18 ans, à la suite des présidentielles. Je vais vous dire, ces présidentielles, je m'en souviens très bien, je n'avais rien compris à ces présidentielles. Je n'avais rien compris à Lionel Jospin, je n'avais pas voté pour lui. J'avais voté pour, à l'époque, Chevènement, voilà, je m'en souviens. C'était quand même bizarre quand on y repense, mais on était quand même plusieurs à l'époque. J'ai appris que le président Macron aussi avait voté Chevènement à cette époque-là. Et pourtant, quand je vois que Jospin passe pas au deuxième tour, je suis choqué, mais j'avais rien compris au jeu politique. Et donc j'adhère, mais sans vraiment comprendre ce que sont ces systèmes de partis. On n'en parlait pas à la maison, j'avais pas d'amis en politique, je connaissais pas le truc là. Et quand tu te dis que les partis politiques, c'est pas les mêmes, ils se différencient les uns des autres, qu'il y a des combats, qu'il y en a qui sont au pouvoir, qu'il y en a qui sont pas au pouvoir, qu'on commence à avoir l'émergence de ministres comme à l'époque Nicolas Sarkozy, qui en fait avaient un talent particulier, qui était qu'ils arrivaient à simplifier le débat politique et donc à comprendre. Donc moi, grâce à Nicolas Sarkozy ministre, j'ai compris que j'étais pas d'accord avec lui. Et donc, c'était une ligne nette, claire et tout, et ça m'a motivé à être plutôt dans les partis qui étaient contre lui. Mais il faut énormément de temps pour sortir du réflexe de... Moi, pendant très longtemps, je disais très bêtement, je suis de gauche, mais sans trop savoir ce que je mettais dedans. Je savais juste que j'étais pas de droite.
Tu vois, ça c'était un truc. Il y avait la droite, je savais que j'étais pas Sarkozy. Et donc j'étais de gauche, j'étais socialiste, alors que j'avais pas voté pour eux juste avant. Mais je m'engageais. Et puis, je sais pas, ici quelqu'un d'entre vous est déjà allé à une réunion de section d'un parti politique? Bon, pas beaucoup d'entre vous. Je ne vais pas vous dire ce soir, allez-y dans n'importe lequel. Mais c'est un moment particulier la première fois où vous venez. Vous ne savez pas trop pourquoi vous rentrez, vous connaissez personne à l'intérieur. Les gens arrivent, ils sont tous là depuis longtemps, donc ils arrivent sur un débat. Première réunion de section dans le PS du 20e, c'était sur la 6ème République. Il y avait un énorme débat à l'époque, est-ce qu'il faut aller vers la 6ème République? Moi, j'ai 19 ans, 18 ans et demi, je fais... je crois pas, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à la 6ème, peut-être on peut arranger la 5ème et tout. Puis là, il y en a un qui se lève et fait « C'est quoi ton problème, toi, au nouveau? C'est le mot 6ème ou le mot République ?» Ah, tu fais, mais en fait, je sais pas faire ça. Et si c'est ça la politique, je sais pas faire et je serais très déçu. Et puis tu rencontres des gens incroyables qui te racontent pourquoi ils font ça, qui te racontent comment ils s'engagent localement, qui te racontent comment ils s'engagent nationalement, qui te racontent qu'un de leurs combats, c'est l'égalité femmes-hommes au travail. L'autre qui te raconte que son combat, c'est comment les entrepreneurs en France subissent moins de régulation et qu'ils puissent avancer. Et puis là, tu construis un système de pensée politique plus global où tu te dis « Ah, mais en fait, ça y est, moi, je commence à me reconnaître. Ah, puis tiens, ça tombe bien, ça ressemble à ce pourquoi j'étais délégué syndical. Ah, et puis tiens, ça tombe bien, moi, je suis un entrepreneur, mais j'ai aussi été délégué syndical. C'est-à-dire que je crois très fort au fait qu'il faut simplifier la vie des entreprises et en même temps qu'il faut absolument créer des plus grandes protections sociales collectives et des systèmes de redistribution efficaces. » Bon, bah, en fait, sans mettre les mots, j'étais un progressiste ou un social-libéral ou un social-démocrate ou... Et ça met énormément de temps à définir. Et en fait, c'est le jour où tu comprends ce que tu veux pour le monde, où tu comprends ce que tu veux pour toi, ce que tu veux pour les gens autour de toi, et là, tu commences à te dire « Ah ben, je vais soutenir plutôt lui que elle ». C'est comme ça que j'ai rejoint et que j'ai soutenu Ségolène Royal quand j'avais 24 ans, en 2006 pour Ségosphère. J'avais créé... Est-ce que vous avez connu Désir d'avenir? Et alors, est-ce que vous avez connu ségosphère.org, qui était un site beaucoup plus cheap, beaucoup plus fait à la main, développé un peu salement par moi. C'était un gros Drupal avec du Civic CRM dedans. Et puis je vous rappelle, j'étais pas très très bon, donc c'était pas très très propre ce que j'avais codé. Mais c'était il n'y avait pas Facebook à l'époque. Premier site avec des communautés locales où les gens pouvaient créer des micro-communautés, où on pouvait avoir un animateur qui envoyait des emails à tous. Tout ça, alors on a fait la lambada, on a dit qu'on était formidable, on avait 6000 utilisateurs. Mais à l'époque, 6000 utilisateurs, c'était fou. Mais chez elle, j'avais trouvé cet équilibre que j'avais cherché. Puis j'ai soutenu François Hollande parce que chez lui aussi, j'avais trouvé cet équilibre. Mais au sein du PS au quotidien, j'étais considéré comme l'extrême droite. Il faut que vous compreniez, quoi. C'est-à-dire, si vous parlez un peu, si vous dites ce que je pense très fort, qu'il faut hyper simplifier la vie de l'entrepreneur, qu'il faut déréguler la vie de l'entreprise pour qu'elle puisse soit plus efficace et créer de l'autre côté des filets de sécurité pour tous et augmenter le niveau de répartition, alors on accepte votre deuxième partie de phrase, mais on n'accepte pas la première partie de votre phrase. On traite de sale libérale très vite. Quand en plus vous rajoutez, comme moi, qui venais de quartier populaire, l'idée que je pensais que la question de la sécurité était quand même un sujet important, là on était hyper étiqueté. Et puis je rencontre Emmanuel Macron, enfin d'abord avant de le rencontrer, je l'écoute. Et là, j'entends un monsieur qui dit « Il faut un haut niveau de répartition dans le système social français, il faut créer les sécurités collectives et il faut libérer l'économie et avancer. » Bon, ben, qu'est-ce que je fais le jour où j'entends ça? C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté avant, c'est on the side. C'est en plus des 2 jobs, des 3 jobs, le week-end, la nuit et tout ça. Mais ce jour-là, en 2016, quand je le croise, le jour où je sens que ça y est, j'ai trouvé l'équilibre des idées et que j'ai mis beaucoup de temps à construire moi-même, c'est là que je décide de tout quitter. Et donc, moment dur numéro 1, je dis à mon associé, écoute, je suis désolé, j'ai croisé ce Emmanuel Macron, on venait de créer cette boîte, la boîte avait que 1 an, et elle décollait bien, quoi. C'était La Ruche? Non. C'était quoi? Emmanuel Macron 2016. Ah, c'était La French Ruche, Bureau. c'est French Bureau. Donc ta 3e boîte, je crois. 3e boîte mature, il y en avait une première qui est morte vite, que je ne mets pas dans la comptabilité officielle. Non mais tu sais, quand tu fais un speech devant les entrepreneurs, tu mets y compris tes échecs. Bon, c'est valorisé. C'était la 4e. Et après tu dis je suis un serial entrepreneur. Et donc, ouais, je lui ai dit, écoute, je commençais en fait à être tellement passionné par ce que je faisais dans cette campagne, et j'étais bénévole, j'ai jamais été rémunéré pendant cette campagne, mais que ça prenait le pas sur tout.
C'est-à-dire que j'avais l'impression que ce qu'on était en train de faire, ou ce qu'on allait pouvoir faire, était pour moi au-delà de tout. Et il y a des moments dans la vie, c'est comme ça, tu sais pas pourquoi, tu te sens prêt. Et donc j'ai dit, bah, je vais quitter. Comme je savais quand même que la politique était important, un truc important pour moi, ça je le conseille à vous tous qui avez d'autres passions à côté, ou quand vous allez vous associer avec d'autres personnes dont vous vous dites qu'ils ont peut-être une autre passion à côté. J'avais dit ça à mon associé quand on a créé la boîte. Ça, c'est aussi un autre conseil que je vous donne. Quand vous créez votre boîte, il faut faire 2-3 soirées alcooliques avec votre futur associé, vos futurs associés. On prend un cahier, on dit tous les défauts qu'on a, on explique tous les problèmes qu'on pourrait avoir, on explique tout. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez signer quelque chose qui va vous dépasser vous-même, parce que vous allez avoir des salariés et des clients. Donc, il vaut mieux s'être tout dit avant. Et si vous savez que vous avez des problèmes de colère, que vous avez parfois l'envie de vous barrer du jour au lendemain, c'est pas grave, on le dit et on met des clauses dans le pacte d'associés qui prévoit le truc. Et donc on a mis une clause qui disait, si jamais pour une raison ou pour une autre, un des associés était amené à quitter la vie opérationnelle de la boîte, alors il perdrait 50% de ses parts et l'autre récupérait 50% des parts, etc., etc. Et ben it's ok, tu vois, on l'avait mis. Et donc le jour où je lui ai dit, c'était un peu, bah, tu te souviens le truc que je t'avais dit quand on était allé boire des verres et qu'on avait mis ça dans le pacte, et bah, ça va se réaliser, je vais vraiment partir et ça va être important et je pense que c'est important. J'ai beaucoup de chance, mon associé a dit, Mounir, si tu penses que c'est ton chemin, vas-y. Et après on l'a expliqué aux salariés, qui ont dit, bon, bah, c'est dommage, on est un peu venus pour les deux, quoi. Mais après, je leur ai fait noter qu'ils étaient maintenant là pour les uns pour les autres, et que donc ça c'était beau. Et c'est ça la première fois de ma vie où je quitte tout pour la politique. Et là, je vis cette campagne présidentielle excitante. Ensuite, je me présente à l'investiture pour les législatives et il se trouve que je suis désigné candidat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne, on avait désigné 14 candidats un peu avant les autres. Je faisais partie de ces 14-là, donc très vite, je continue à faire le day-to-day opérationnel. Parce que dans la campagne, on dit qu'il était responsable du numérique. Je n'étais pas la star du numérique qui faisait des notes. Pendant la campagne, je dirigeais opérationnellement l'équipe qui relisait 100% des tweets, 100% des messages envoyés, tous les emails envoyés chaque matin. Si vous étiez abonné à un email En Marche avec le café du matin, etc., je les relisais 3 fois avec les équipes, j'allais sur place faire les tournages avec les équipes. Donc c'était un job hyper opérationnel, mais en plus j'étais candidat aux législatives dans le 19e à Paris. Et ben, ça a été un moment hyper, tu vois, hyper intéressant, hyper beau. Et puis symboliquement, je ne sais pas si vous vous souvenez, face à moi, il y avait Cambadélis, qui était le premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc c'était la fin de la boucle pour moi. J'avais quitté le PS, et là, j'allais tuer son premier secrétaire. Et donc, ça y est. Comme la petite histoire originelle que je te racontais tout à l'heure, du moment où tu te sens libre de tout, après ça, tu te dis, ok, maintenant, j'ai des responsabilités sur les épaules. Et en plein milieu de la campagne, des législatives, comme ça je vous redis comment ça se passe dans les coulisses de comment on devient ministre, je suis place des Fêtes, on a tracté toute la matinée sur le marché, on allait se poser dans un café avec les militants, on était une quinzaine en milieu de semaine. Édouard Philippe avait été nommé Premier ministre depuis quelques jours, on sentait que c'était quand même le moment de nommer un gouvernement, qu'il était temps, et je sentais quand même, puisque je connaissais tous les gens du numérique autour de nous, quoi, que j'étais président du Conseil national du numérique encore quelques mois avant, que personne n'était vraiment désigné. Donc, on fait campagne, mais on se dit peut-être que je vais recevoir un appel. Bon, il y a un moment, tu sais que le gouvernement va être nommé à 15h. Il est 13h30, tu fais, bon, bah, ça va pas être moi. Donc, tu commandes un dessert et tu dis, bon, bah, au moins j'aurais eu un dessert. Et là, tu as l'appel de quelqu'un dont tu connais le numéro qui sonne. Donc tu sors en courant en essayant de faire poker face, etc. Et il te dit, écoute Mounir, je te passe le Premier ministre. Et là, tu vois, il est 14h. Ça va être à 15h. Et là, tu as le Premier ministre qui te dit, bon écoute, on se connaît pas, mais on a beaucoup parlé avec le président et on souhaite que tu sois secrétaire au numérique. Si tes parents sont encore de ce monde, dis-leur de regarder la télé, dis-leur d'allumer la télévision et entoure-toi des gens que t'aimes et prépare-toi, il va falloir que tu prennes possession du ministère dans quelques heures, quoi. Et donc tu raccroches et puis après tu as le président qui t'appelle, qui fait bon écoute Mounir, go hein, quoi. Et donc toi tu reviens après, tu as laissé ton dessert et les gens avec qui t'étais, quoi. Et tu dois pas dire trop vite, quoi. Donc, il y avait mon directeur de campagne qui était là, qui habitait juste derrière, et je lui dis, pose pas de questions, viens, invite tout le monde chez toi. Mais on dit rien. Et donc, on invite tout le monde,
on demande à tout le monde de foutre les téléphones dans un panier à l'entrée de chez lui. Et quand on a tous enlevé nos téléphones, je fais écoutez, bon ben voilà, je vais être ministre. Et là, il y a tout le monde qui hurle, tout le monde qui fait ça, et on allume la télé. J'appelle ma mère quand même, à un moment. Qui dit attends, ça veut dire quoi? Non, c'est bien ou pas? Non, mais parce que vous plaisantez, secrétaire d'État, c'est un truc, ça peut vouloir dire un truc pas bien aussi. On n'est pas sûr que c'est bien. Et donc elle demande si c'est bien. Je lui dis oui, je t'assure, c'est vraiment bien, c'est vraiment dans le gouvernement et il faut que tu regardes la télé. Et là, après, elle m'a renvoyé 2 textos. Quelle chaîne exactement? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, en fait, les chaînes, elles savent pas à quel moment ça va arriver. Donc en fait, tu zappes, tu sais pas à quel endroit ça va. Donc BFM, c'est une valeur sûre, t'es sûr que qu'ils vont l'afficher à temps. Et donc voilà comment ça démarre. Et après, tu deviens un professionnel de ça, tu essayes d'être un bon ministre, mais à ta manière. Et c'est là où c'est très dur, c'est-à-dire que tu dois rentrer dans les chaussures d'une fonction qui te dépasse, tu es membre d'un gouvernement, tu participes au Conseil des ministres, tu participes au Conseil de défense sur les sujets qui te concernent, tu es dans un ministère, et pourtant tu as fait une campagne en disant on va faire les choses différemment. J'avais construit un programme sur l'inclusion numérique, sur la performance et les scale-up, sur la régulation des GAFA, sur tous ces sujets-là. Tu as une infinité de choses que tu voudrais faire, tu as une équipe toute petite, tu as des administrations qui ne sont pas si nombreuses que ça et qui, elles, en fait, sont déjà staffées à 100%, puisqu'elles travaillent. Tu vois, elles étaient là avant, elles n'ont pas attendu qu'un ministre arrive pour dire « Tiens, on ne fait plus rien, dites-nous ce qu'on va faire ». Et donc, moi, je n'avais jamais connu en tant qu'entrepreneur de diriger une organisation que je n'avais pas créée. Et donc, tu arrives avec une culture préexistante, tu arrives avec des coutumes préexistantes, tu arrives avec des rites préexistants, tu arrives avec des résistances ancrées, tu arrives avec beaucoup de choses, et tu fais ton boulot. Et puis après, tu découvres qu'en plus de ton boulot technique, donc on a défilé un plan d'action, un plan d'entraînement des dirigeants et des managers, un plan d'action sur l'inclusion numérique où je suis allé faire le tour de tous les départements de France. Honnêtement, je suis très heureux du bilan de ce qu'on a fait sur les sujets numériques et je suis très heureux que Cédrico soit là aujourd'hui parce qu'il fait la continuité. Et puis en plein milieu de tout ça, tu te prends plein de choses que tu dois aussi traiter parce que tu es membre du gouvernement. Et donc tu dois faire de la politique générale sur tous les sujets. Parce que ce que tu apprends dans ce métier-là, et qui est pour moi un truc nouveau et très important, c'est l'acceptabilité par les citoyens de tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. C'est pas parce que tu es le plus intelligent que tu as raison. C'est pas parce que ce que tu dis est la chose la plus juste ou la plus correcte qu'il faudrait absolument faire parce que tu en as fait la démonstration que ça va faire du bien au pays. Et il y a eu les gilets jaunes, mais avant les gilets jaunes, à chaque fois que vous faites une transformation des politiques publiques, à chaque fois que vous changez quelque chose, vous créez un dysfonctionnement quelque part. Et en fait, si vous ne vous occupez pas des êtres humains qui sont de l'autre côté, ce dysfonctionnement, il vous éclate à la gueule à chaque fois. C'est pas une fois de temps en temps, c'est à chaque fois. Et donc, en fait, être au pouvoir, c'est pas uniquement prendre des décisions en sachant où on va, c'est prendre des décisions et profondément vibrer avec les êtres humains que sont les citoyens, en essayant de comprendre quel est leur état d'esprit du moment, où ils en sont eux-mêmes avec eux-mêmes, où ils en sont eux-mêmes avec la France, où ils en sont eux-mêmes avec le gouvernement, et comment tu peux créer les conditions de cette acceptation, et comment tu peux construire ça avec. Il faut être sincère, si tu fais que ça, bah ça se voit, et ça t'explose à la gueule. Et le deuxième truc, qui est la conclusion de ça, et la conséquence de ça, c'est le temps. Et alors, j'ai vécu là en 2 ans, je vais vous dire une chose, le président nous avait reçus chaque ministre 3 semaines après notre arrivée. Et moi, j'étais arrivé, je fais, bah c'est bon, dans 3 mois on se voit, tout est fini, il faudra inventer un programme pour la suite, parce que le truc sera fait. Bon, 3 semaines après, j'avais compris qu'en fait, il fallait au moins les 4 ans pour faire tout ce qu'on avait dit. Et ça te met dans un état de dissonance personnelle intense quand tu as été entrepreneur. C'est plus dur, du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est plus dur d'être politique ministre qu'entrepreneur ? Je sais pas si c'est plus dur. Après ce que je vous ai raconté sur entrepreneur, je vous ai dit que c'était dur quand même. Mais l'idée que... Mais le fait d'arriver au résultat que tu vas avoir avec une organisation que tu contrôles pas complètement... Oui, mais le chemin avec les citoyens, lui, il est incroyable. C'est-à-dire que la relation que tu as avec les citoyens, ceux qui t'ont élu ou ceux qui t'ont pas élu, parce que quand tu es membre du gouvernement, quand tu deviens député, il y a un truc qui commence à t'habiter au bout d'un moment. Ça va avec l'écharpe, ça va avec les drapeaux dans ton bureau, ça va avec les déclarations que tu fais. C'est même les gens qui t'ont pas élu,
tu es là pour eux. Même les gens qui vont être pas contents, tu es là pour eux. C'est-à-dire que le principe même de notre démocratie, c'est pas que tu es élu pour représenter ceux qui t'ont élu uniquement, tu es élu pour représenter tous les Français. Cette relation-là, elle existe nulle part. Ce truc bizarre de fraternité, on a décidé d'être ensemble un pays, on a décidé d'être ensemble une nation, on a décidé d'être ensemble un peuple, et qu'on vit cette fraternité plus ou moins facilement. Parfois on s'engueule, parfois les Français se divisent, mais globalement on s'appelle les Français. Et les étrangers qui viennent en France, beaucoup d'entre eux cherchent à obtenir la nationalité française. Ils veulent devenir français, faire partie de cette fraternité. Et parfois on les accueille pas assez bien, parfois on les accueille mieux. Mais on est une fraternité, on est un objet collectif. Et ça tu le vis très très fort en politique. Et c'est un moment rare. Et donc pour tous ces moments rares, intéressants, de lien avec les autres, de construction avec les autres, de création d'acceptabilité, eh ben, ça vaut toutes les lenteurs. Le plan pour l'inclusion numérique, j'en ai parlé avec Cédric. Je laisserai faire les annonces, il va faire les annonces dans quelques semaines. Mais honnêtement, je pensais que c'était le truc, c'était tellement important, évident, on le ferait en 6 mois. La réalité, c'est qu'entre le moment où je décide de lancer les choses, que je fais le tour de France de tous les présidents de département, puis de toutes les associations de la médiation numérique en France, qu'on arrive à se mettre d'accord sur une définition commune de l'objectif, qu'ensuite on se donne une trajectoire de financement en disant oui, l'État donnera un peu, mais les collectivités donneront un peu, mais en échange de quoi les réseaux d'associations s'engagent à se fédérer autour d'une seule coopérative avec un seul système commun. On en est déjà à 2 ans. Budget, à chaque fois que tu crées une nouvelle ligne avec un nouveau besoin, le budget dit ça n'existe pas, on ne peut pas créer un nouveau budget, on ne va pas augmenter le budget, c'est pas possible. En se battant très fort, j'obtiens 15 millions. En faisant le tour de tous les départements, j'arrive à obtenir 100 millions d'euros de financement des départements. Là, Cédrico, dans quelques semaines, va annoncer des beaucoup plus gros chiffres. Bon bah voilà, entre l'intuition qu'il faut le faire, le moment où tu as engagé tout le monde, le moment où tu le fais, il peut se passer 3 ans. Et ben c'est pas grave. Parce que le chemin pour y arriver, il est tout aussi important pour que ça puisse durer 10 ans derrière. Les présidents de départements que j'ai vus, la journée que j'ai passée avec eux à la rencontre de tout leur écosystème pour se mettre d'accord sur ce qu'on allait faire ensemble localement, etc., eux, ils ne l'oublieront pas, moi je ne l'oublierai pas, les associations locales, elles se sentent engagées par ce qui s'est passé, et les citoyens, on leur a raconté dans la presse locale que ça allait arriver. Et bien ça fait que derrière, on va durer 10 ans, on va durer 15 ans. Et c'est pas la même logique d'entreprise quand tu te dis que tu dois aller vite et t'adapter, et qu'à la fin, on trouve, et à la fin, ça se passe. Là, le chemin est tout aussi important que la fin. Mais si j'arriverais maintenant dans un état de méta-analyse, je dirais que je suis maintenant dans un état de sagesse qui m'amène à concilier et l'énergie de l'entrepreneur et cette perspective humaine nouvelle que j'ai découverte dans cette fonction. Alors, du coup, c'est effectivement, là, on a parlé donc de toute ton histoire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme politique. Je vais un peu te poser en plus c'est la fin là, c'est la fin des questions. D'ailleurs, on me fait signe que les pizzas sont arrivées, donc donc du coup, on va bientôt manger. Elles sont bonnes, donc voilà. Aujourd'hui, donc tu es dans une situation qui est particulière, hein, parce que tu viens de quitter le ministère, le secrétariat d'État au numérique. Tu es candidat à l'investiture pour la mairie de Paris. On a ici une salle qui est pleine d'indépendants, de gens qui travaillent dans le numérique, qui sont en train d'innover, de créer des choses, de changer le monde. Et on est, c'est ce que tu disais au tout début quand tu parlais de la campagne Macron, on est dans une situation où les protections sociales qui étaient attachées au salariat, et ben les indépendants n'en bénéficient pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore rien qui est fait par rapport à ça. Donc, je voudrais que tu nous dises quelle est ta vision en tant que potentiel maire de Paris, en tant que député, puisque tu es député, on s'est vu à l'Assemblée nationale, donc tu viens ton bureau et tu fais les sessions et tu votes, etc., les lois. Donc aujourd'hui, quelle est ta vision de ce sujet, de la population des indépendants, sachant que les indépendants, c'est bien sûr les freelances du numérique, c'est bien sûr les entrepreneurs, les start-upers, mais c'est aussi les chauffeurs VTC, les livreurs de repas, les auto-entrepreneurs qui travaillent dans différents secteurs d'activité. Donc quelle est ta vision de ce sujet-là particulièrement? Sur le sujet des indépendants et de la protection sociale, il faut qu'on arrive, et ça va prendre encore du temps. Ça fait partie des sujets que j'avais mis en année 1,
Rien que pour convoquer les gens, il a fallu 1 an et demi. On a lancé, et tu es membre du Conseil national du numérique, les états généraux des nouvelles régulations du numérique avec un chapitre social. Tu te souviens que même là, ça a été dur de faire venir parler les gens. C'était les états généraux que j'avais lancés, c'était uniquement pour se dire, puisque sur ces sujets, on n'arrive même pas à se parler, avant même de dire ce qu'on va faire, on va d'abord faire un endroit où on va essayer d'exprimer des points de vue. Tout le monde a peur d'exprimer un point de vue parce qu'on se rend compte que ce qu'on a à faire sur 10 ans, c'est une révolution. Et que tout le monde voit qu'il va y avoir un mouvement. Tout le monde voit, mais qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, les indépendants, c'est tout petit à côté du nombre de salariés. 10% de la population active. Et donc les gens se disent, est-ce que ça vaut le coup de tout foutre à plat alors qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la transformation du salariat, du financement de la formation professionnelle, du financement de la sécurité sociale, avec la question de la dépendance qui arrive, avec tous ces sujets aujourd'hui où, par profession et par branche, on n'a pas réussi à unifier de statut commun, où on a mis 3 ans pour commencer à discuter de la fin de certains avantages dans certaines branches pour arriver à une espèce de statut de droit commun autour du salariat. Et on voudrait venir ramener là-dedans ces espèces de gens bizarres d'indépendants et de professions libérales qui cotisent moins, qui ont moins de droits et qui n'ont pas envie qu'on les emmerde, qui n'ont pas envie d'être représentés, qui n'ont pas de vrais représentants au niveau national. Donc, évidemment que ça fait peur aux gens de venir participer. Moi, j'ai une certitude, c'est qu'il faut qu'on se donne un objectif à 10 ans et qu'on dise à 10 ans, tous les gens, quelle que soit la façon qu'ils ont d'exercer une activité, ils bénéficient de certaines protections et que ces protections, elles doivent, et comme c'est notre culture française, être du plus haut niveau. Mais donc ça, si tu dis à 10 ans, tu fais ça, ben là, tu donnes une perspective pour les syndicats de salariés, tu donnes des perspectives pour les proto-représentants des indépendants, qui ne sont pas encore des vrais représentants, mais ce qui est intéressant, c'est que plus les indépendants se réunissent, plus ils sont en communauté, plus leur voix commence à être entendue et à être vue. Et ça veut dire qu'il faut accepter quelque chose. C'est-à-dire que la cotisation ne va pas disparaître. D'ailleurs, on dit que les indépendants, ils cotisent moins, mais ils cotisent plus. C'est-à-dire qu'ils cotisent moins dans les caisses obligatoires, ils cotisent plus sur le facultatif, ils cotisent plus dans les risques qu'ils prennent dans leur vie. Et en moyenne, les risques qui sont réalisés sur un indépendant ont un coût plus élevé que les risques réalisés sur un salarié. Donc, ça veut dire qu'à la fin, en vrai, on paye. Et en vrai, il y a un coût pour les personnes. Donc, il faudrait juste qu'on accepte ça. Ça, c'est la première marche de l'escalier. Moi, je crois qu'on va l'avoir dans le courant de l'année 2019-2020. Mais c'est pas facile. Parce que qu'est-ce que proposent d'autres ? D'autres proposent un temps de discussion plus long en disant on va faire des systèmes volontaires d'assurance, ne nous régulez pas, ne demandez pas à créer de caisse obligatoire, allons lentement sur ces sujets. Résultat, vous créez de la frustration. Après, vous avez aussi des perspectives qui invitent à prendre en compte la diversité des types d'indépendants en disant occupons-nous des indépendants les plus précaires et on s'occupera des autres après. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus prêts à rentrer dans ces discussions, c'est plutôt les moins précaires. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait cette prise de conscience pour pouvoir décider. Donc c'est pas... Tu vois, quand je vous racontais le mécanisme politique de comment on prend une décision, c'est pas que le gouvernement manque de courage pour prendre une décision. Ça aurait été absurde qu'avec Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn et moi, on prenne une décision en disant ce sera comme ça. Parce qu'en fait, la discussion n'a pas vraiment eu lieu dans la société. Il n'y a pas eu la prise de conscience de tout ça. Et c'est pour ça que toute l'activité de lobbying que vous faites à côté, enfin de lobbying positif, c'est-à-dire de faire entendre la voix des indépendants pour qu'elle soit prise en compte, elle est très importante parce qu'en fait, ils ne sont pas entendus. Les syndicats aujourd'hui, moi j'étais adhérent de la CFDT pendant 20 ans, ouais, je vous l'ai raconté toute la soirée, donc je ne vais pas faire semblant. J'étais adhérent, je les connais bien, j'en suis très proche. Et ça fait 5 ans qu'ils font le chemin lentement. Et ça y est. C'est-à-dire que maintenant, il y a une réflexion à la CFDT sur l'indépendant, dans chaque branche de la CFDT. Parce que vous savez, les syndicats, ils sont organisés par branche d'activité. Les indépendants, ce n'est pas une branche d'activité. Ce qui fait que CFDT Transport s'inquiète de la question des VTC. La CFDT F3C, qui s'occupe des services numériques, s'occupe des indépendants, du numérique, consultants indépendants, etc. Donc il n'y a pas non plus chez eux de réflexion transversale. Et elle commence à peine. Et elle commence de façon très active. Et ça me rassure pour la suite. Ce que je veux dire, c'est qu'on a encore aujourd'hui un chemin à parcourir sur l'acceptabilité des termes qui est long. Tous ceux qui invitent
et visionnaires comme toi, et visionnaires comme M. Collin. Est-ce que vous avez tous lu le livre de M. Collin sur The Social Trust de Nest Edge, qui alors est For a New Social Nest. Voilà. Alors, on a fait une vidéo qui dure un peu plus d'1 heure, où il est venu et il nous a raconté, pour ceux qui n'ont pas envie de lire le livre, évidemment, vous pouvez lire le livre qui est en anglais, mais on a fait une vidéo d'1 heure où il raconte, Nicolas Collin, tout ce qui est en train d'arriver en termes de protection sociale et tout ce qu'il faut faire. Donc, écoutez Inde et Nicolas Collin, mais après, moi, ce que je regarde, c'est comment on le fait tout de suite, et comment on fait que les gens l'acceptent, et comment on y arrive. Et qui m'amène parfois à dire, c'est pas que vous avez tort, c'est que vous n'avez pas encore raison. Vous aurez raison très vite. Mais c'est un sujet auquel tu es sensible et que tu vas écouter... Mais plus qu'écouter, voilà. Je vais tout faire pour favoriser l'émergence de la prise de conscience pour qu'on puisse arriver au sujet. On a parlé de la dépendance tout à l'heure, et on a juste évoqué rapidement. Pourquoi est-ce que, pareil, on ne peut pas prendre une décision politique tout de suite sur la dépendance ? Parce qu'il a fallu 5 ans pour que les gens se rendent compte que c'était un risque qu'il fallait socialiser, que maintenant, quand on fait des sondages auprès des Français, une très grande majorité dit oui, il faut socialiser le risque, mais vous savez ce que ça veut dire socialiser le risque ? Il faut le financer. C'est-à-dire, si on dit c'est nous tous collectivement qui allons financer les dernières années de vie de tous et la précarité qui peut aller avec et la dépendance qui peut aller avec, ça veut dire on va travailler plus ou on va payer plus ou il va se passer quelque chose. Bon, ça, tu le décides pas du jour au lendemain, surtout pas. Il faut que ce soit le peuple qui dise nous décidons de le financer. Maintenant, vous, le gouvernement, expliquez-nous comment on va le faire. Et ça, c'est un chemin qui va prendre du temps. Donc, tu vois, on a encore des grandes conquêtes. Les gens pensent qu'on est des démocraties matures où tout a été fait, tout est fini, il n'y a plus de politique. C'est pas fini du tout. Les transformations, elles vont encore être radicales. Les transformations de l'emploi, elles vont être radicales. Il y a des métiers qui vont disparaître de façon radicale où quasiment 100% vont devenir des indépendants. Ça, c'est les révolutions que les générations qui sont présentes dans cette salle vont vivre dans les 10 prochaines années. Et je trouve ça assez excitant. Ok. Alors, on va prendre les questions de la salle. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez des questions, que je vois combien il y en a à peu près ? C'est bien, vous êtes. Ça veut dire que tu as bien parlé, du coup, il n'y a pas beaucoup de questions. Ça, c'est bien. Alors, on va commencer par le jeune homme tout au fond et après Jean-Jacques. On a un micro dans la salle ou je passe le mien ? Non, mais on enregistre, comme c'est enregistré, il faut que vous ayez un micro. Tiens. Bonsoir Mounir, merci beaucoup d'être venu ce soir. Tu es un entrepreneur, tu es un homme politique. Entre les deux, lequel a le plus d'impact, le plus facilement ? Ah oui, comme ça, toi. Je passe une soirée à expliquer que c'est les 2 piliers de ma vie. C'est simple, si tu rajoutes la phrase le plus rapidement, c'est l'entrepreneur, le plus durablement, c'est le politique. C'est pas les mêmes perspectives. Et ce qui est intéressant, c'est justement la prise en compte du temps par l'entrepreneur et la prise en compte la prise en compte de l'efficacité par le politique. Et c'est ces 2 chemins-là qui sont intéressants et auxquels je participe des 2 côtés. On a une question ici. Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci. Je fais partie d'une génération qui aurait tendance à vous appeler Monsieur le Ministre, mais l'ami que j'ai eu ce soir qui s'est exprimé avec autant de liberté, j'ai envie de l'appeler Mounir. Donc je vais vous appeler Mounir. 2 choses. D'abord, il y a un truc qui a fait tilt à un moment donné dans l'exposé, c'est que quand on parle de budget aux Français, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que ça représente ? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à convertir ça en nombre de lotos ? C'est une réalité qui les dépasse un peu. Je pense que c'est un sujet qui peut être important. 2e point, les 2 moteurs de votre vie sont 2 situations qui sont relativement franchement déconsidérées par le peuple globalement. Les hommes politiques, les entrepreneurs. Qu'est-ce qui pourrait faire changer ça ? Bien d'abord, merci pour vos propos liminaires. Bon, je crois que quand même, et j'espère que j'y ai un peu participé en tant que ministre, les entrepreneurs sont de plus en plus appréciés par les Français. Notamment, j'ai beaucoup travaillé sur la numérisation des TPE-PME. Les Français adorent leurs TPE-PME. Après, ils ne les connaissent pas forcément, mais ils adorent le concept de petite entreprise. Ils n'aiment pas les grosses, ça, la popularité n'est pas très bonne. Ils aiment bien les TPE-PME, ils aiment bien les startups quand ils comprennent ce qu'elles font. Donc on aime bien la French Tech quand c'est des produits et des services qu'on connaît. Ils aiment bien la start-up de la santé. Ça, c'est un truc, on a un niveau de soutien et d'affection très important des Français.
Mais en général, la figure de l'entrepreneur, elle est plutôt dans un mode d'amélioration qu'un mode de décélération de l'appréciation. Sur les politiques, on est les pires, tu vois. Les professions les plus détestées, on est au tout début. Mais on n'a pas parlé des gilets jaunes ce soir. J'ai fait une conférence ici même il y a 2 mois sur les gilets jaunes, qui vont bien avec la couleur du lieu, parce qu'il y a du jaune absolument partout. Mais en fait, c'est consubstantiel à la fonction. Les hommes politiques et les femmes politiques acceptent, à un moment donné, d'être la résonance d'un état de la société et de prendre les décisions, mais pas en leur nom propre, au nom de ce qu'ils pensent être la décision la plus juste et qui représente le plus l'état de perception de la société. Et en face, vous avez une partie de la population qui pense sincèrement que vous ne prenez ces mêmes décisions que dans l'intérêt de votre caste ou dans votre intérêt personnel. Et donc, il y a ce moment où, quand vous êtes en politique, et souvent j'ai raconté ce qui s'est passé pour moi sur le plateau de Monsieur Hanouna, où il y avait une dame gilet jaune qui, dans le plus profond de mes yeux, me parlait comme si j'étais un homme qui ne posait plus le pied à terre et que j'avais des porteurs de calèches qui venaient de m'amener de Bercy pour aller chez Hanouna et qui me ramèneraient ensuite dans le ciel, dans ce grand monde là-haut où on prend des décisions complètement déconnectées. Et elle me dit « Et vous faites quoi des gens du peuple qui font ça ?» Et là où moi j'étais très ému de sa colère, elle était aide-soignante. Jamais de ma vie, j'ai vu une aide-soignante prendre la parole à la télé et exprimer sa colère. Donc ça m'a ému parce que une grande partie de mon combat politique, vous l'avez compris quand même avec tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, c'est de faire entendre des voix qu'on n'entendait pas. C'est de me dire que quand moi je parle, j'ai l'impression que je fais parler plein de gens autour de moi que je représente et qui ne parlent pas d'habitude. Et quand elle me voit, elle voit pas du tout celui-là. Elle n'a aucune idée que l'homme politique et le gouvernant que j'étais est là pour la représenter et vivre pour elle et est là pour elle, même si on n'est pas très d'accord sur opérationnellement comment on va faire, même si beaucoup des Gilets jaunes n'avaient pas beaucoup de propositions opérationnelles. On n'a pas beaucoup débattu sur le comment. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne fallait pas débattre. Moi, j'ai fait un tour de France des grands débats, j'ai fait un tour de France des collectifs de Gilets jaunes. Honnêtement, mon rôle, il n'a pas été de débattre avec eux, il a été d'être là. Et être là, en fait, c'est déjà le début du chemin de l'acceptation des politiques par les Français. On a oublié, parfois, et j'ai fait une tribune au mois de décembre qui m'a coûté un peu cher, mais où j'avais dit, il faut que nous-mêmes à En Marche, on change un peu notre mode de présence et d'écoute vis-à-vis des gens. Pas qu'on fait mal, mais qu'on pourrait faire mieux. Et que la fraternité, l'écoute inconditionnelle, l'amour universel, qui sont des valeurs qui sonnent un peu bizarres quand on dit ça, et qui sont, selon moi, tout ce qui a manqué à beaucoup des gens qui étaient très en colère. Ils ont manqué de voir, de la part des politiques locaux, des politiques nationaux, des membres du gouvernement, des membres du Parlement, une écoute accessible et sincère. La vitesse, parfois, alors que j'étais le chantre de la vitesse, j'ai toujours revendiqué la vitesse, les idées fortes, celles qui transforment le monde, etc. Cette vitesse-là, elle peut être hyper anxiogène pour une grande partie des Français. Et donc, il faut qu'on apprenne à recréer ce lien par la simple dimension humaine de l'écoute et de la présence. Les gens ne demandent pas autre chose. Et quand vous faites ça, vous voyez que vous pouvez rentrer dans une discussion beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère. Qu'est-ce que je vais proposer à cette femme? Je vais proposer qu'elle m'accueille chez elle pendant une journée et que je l'accueille chez moi pendant une journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à Fréjus, j'ai passé une journée avec elle, elle est venue à Paris, et qu'est-ce qu'on a découvert? J'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas. Vous vous souvenez, dans le triangle de ma mère, elle était les Français, c'est-à-dire c'était pas les bourgeois, et c'était pas les pauvres immigrés. Moi, j'étais un pauvre immigré toute mon enfance, et je suis devenu un très grand bourgeois, start-upper, entrepreneur, ministre après. Entre les deux, je ne connaissais pas vraiment. Donc la réalité de sa vie, pour de vrai, elle m'a changé quelque chose. Pour de vrai, j'ai vu un quotidien que je ne connaissais pas. Et elle, pour de vrai, elle a vu que ministre, c'est pas... D'ailleurs, elle est venue avec moi sur une journée de déplacement. Donc on a fait les réunions à Bercy le matin, puis on a fait le tour de la région centre, et on a inauguré 3 lieux, négocié 3 trucs. Elle fait, c'est fatigant ton truc, mais je vois que tu fais ça pour les gens. Et bien en fait, on avait tous les deux gagné. Elle m'a fait vivre sa réalité, et moi je lui ai fait vivre la cause.
Bon, bah ça, il faut qu'on continue de le faire très longtemps, très fort. Et tous les sujets de démocratie participative, il faut qu'on les prenne très, très, très au sérieux. Et c'est plus un gadget. On doit rentrer dans une démocratie active, on doit rentrer dans une nouvelle forme de démocratie fluide, où les gens ont plus de capacité à interagir, plus de capacité à savoir, plus de capacité à décider en permanence. Et ça aussi, ce sera de nature à faire que le politique, c'est pas un mec qui vous parle une fois de temps en temps, c'est cette personne qui, à un moment donné du temps, est avec nous et nous représente un peu plus fort, mais reste avec les autres.